Bonjour tout le monde, bienvenue. On voit que le printemps arrive. Les amateurs de jardinage ressortent un petit peu comme les ours qui sortent de l'hibernage. On va manger de l'ail. Ça fait du bien. On va manger de l'ail des ours, il commence à pousser. Moi j'en ai mangé pour la première fois. Donc c'est bon signe, la saison recommence. Alors, un petit peu les informations, il n'y en a pas énormément. Les graines, le plus gros des arrivages de ce qu'on peut trouver sont arrivés. Presque tout est là. Il reste quand même pas mal de boîtes vides, c'est parce que de moins en moins on sait les trouver. Et on sait les trouver à un prix raisonnable aussi. Ici on a discuté, mais pas encore à fond, mais comme pour les haricots, il y a beaucoup de variétés qu'on ne sait plus avoir au prix qu'on faisait avant. Donc, et c'est surtout les variétés qui sont un petit peu plus rares, ce qui est le plus intéressant pour la plupart des gens qui viennent ici. Donc là, on va certainement devoir dépasser le 1 euro par paquet, sinon on doit faire des paquets rikiki avec 10 grains et ça ne vaut pas la peine non plus. Quoi. Mais bon, quand on voit dans le commerce que c'est 3, 4, 5, 8 euros, bon, si vous, ici vous les avez à 1,50 € ou à 2 euros, ça sera quand même intéressant. Et en plus, les haricots, normalement, on sait les reproduire soi-même. Donc, d'année en année, on peut continuer alors d'en avoir. C'est un petit peu de boulot. Il faut peut-être une fois les mettre au congélateur pour ce qu'ils ne se font pas manger par la bruche, etc. Mais bon, ça, on expliquera peut-être au moment que c'est le moment de récolter les graines, comment un peu on peut faire ça. C'est bien, c'est anti-commercial, mais nous, on n'est pas commercial ici. Hein. On rend service aux gens. Et voilà, en mettant à la disposition les différentes sortes de graines. Donc ici, pour répéter peut-être, on n'est pas un commerce, on est plus on est un groupe d'achat groupé. Hein, donc, et on partage les achats entre ceux qui ont envie d'avoir ceci ou cela. Quoi. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc ne rouspétez pas trop non plus, parce que ce sont tous des bénévoles qui mettent beaucoup de temps à disposition pour fabriquer les sachets, pour mettre en sachet, pour ranger, pour un tas de choses. Monique, elle passe des jours et des jours à commander, et à Francis, et à ceux qui travaillent au jardin. Donc, sans les bénévoles, le groupe n'existerait pas. C'est ça que je veux dire. Donc, c'est bien que de plus qu'on est, de plus qu'on rigole, mais le plus qu'on sait aussi avancer et faire des choses intéressantes pour tout le monde. Donc, c'est aussi la remise en route. Hein. Avant, Gilbert, il était vraiment habitué, il savait où ce qu'il pouvait commander, mais il y avait parfois des déboires aussi. Hein. Comme ici, par exemple, les petits oignons, on les a commandés. Bon, le bonhomme qui habite du côté de Mons nous a dit, ben, je ne sais pas les livrer avant fin mars. Bon, on va peut-être aller les chercher, parce que fin mars, à mon avis, ça devient un peu tard. Donc, ouais, il faudra voir comment ça va se dérouler. Parce que si c'est fin mars, à mon avis, il ne faut même plus les commander parce qu'on va rester avec. Les gens auront déjà acheté dans les magasins et ça ne vaudra plus la peine. Voilà. Donc les jeudis, vous êtes le bienvenu pour éventuellement venir prendre votre part des commandes qui ont été faites. Donc, on ne fait pas des commandes à l'avance. Hein. On vient ici avec la liste de ce qu'on souhaite et on cherche. On fait le total du prix, on paye, et puis voilà, c'est comme ça que ça se passe. En même temps, si vous avez un peu de temps, il y a souvent un petit peu de travail à faire aussi, donner un petit coup de main. Il y a des gens qui se lancent un petit peu à venir plus régulièrement, tous les jeudis. Donc on fait ça le jeudi après-midi de 2h à 5h30. La réunion de fleurs, ça doit être le 25, c'est le vendredi en tout cas, ici de ce mois-ci. Donc, 5h30 à peu près 7h. Donc, j'appelle fleurs, c'est le jardin ornemental. On reprend aussi, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas encore eu grand-chose. Il y en a eu un ou deux l'année passée, c'est tout. Donc, ça repart aussi. Maintenant, les embêtements, je dirais, du Covid seront peut-être un tout petit peu dépassés.
Donc on va voir si on pourra de retour faire nos excursions et tout ça. On va un petit peu en discuter et voir l'évolution aussi de la pandémie pour voir ce qu'on peut faire. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont quelque chose à dire spécialement ou une nouvelle à annoncer, ou pas une naissance, hein, ça, ou un mariage. Non. Voilà. Alors aujourd'hui, moi je vais parler un petit peu des plantations des semis du moment et Michel va un petit peu vous montrer et vous expliquer comment on fait ça. Donc, pour les plantations, donc les petits oignons, l'ail de printemps qu'on n'a pas commandé cette année-ci parce que c'est quand même qu'un rattrapage, c'est quand même mieux d'avoir planté l'ail avant l'hiver, on aura de meilleurs résultats. Et comme pour l'instant, on a, pour l'instant en tout cas, moins de gens qui viennent et on reste toujours avec un grand surplus de choses et on ne peut pas survivre comme ça non plus. On doit savoir avoir un roulement que ce qu'on achète ensemble, que ça soit plus ou moins parti dans un délai raisonnable. Les petits oignons, les échalotes et l'ail doivent être vendus en 1 mois, 2 mois maximum. Les graines peuvent rester certaines 1 an, d'autres 2 ans, d'autres 3 ans, ça dépend de l'espèce. Parfois c'est bénéfique qui sont un peu plus vieilles. D'autres sont difficiles parce que comme le poireau, l'oignon et tout ça doit avoir absolument des graines frais. Donc là on a fait un gros tri aussi. On a jeté pour des centaines d'euros, si pas des milliers d'euros de graines qui étaient périmées, quoi, hein. Donc il ne faut pas trop avoir peur. En principe les graines qui sont là sont valables. Maintenant, j'ai vu, c'est la première année que je fais ça, que les graines qu'on reçoit, c'est plus comme dans le temps, que ce sont des graines de l'année précédente. Ça, c'est malheureux. La plupart des fournisseurs marquent qu'ils ont fait un essai concluant à autant de pourcents à telle date. Mais pour nous, c'est embêtant parce qu'on ne connaît pas vraiment le moment de récolte. Avant, la loi faisait qu'il fallait absolument que ça soit frais. Maintenant, c'est plus tout à fait ça. On a même un livreur qui nous a mis tous les paquets périmés en 2024. Bon, il y a des choses qui peuvent résister 10 ans, d'autres que 2 ans. Ça fait quand même embêtant. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je préfère expliquer comme c'est. Hein, comme ça, vous savez un petit peu comment nous on fonctionne et les difficultés qu'on a aussi pour faire les choses correctement. On essaye d'être le plus correct possible. Donc les plantations, les petits oignons, l'ail de printemps et les échalotes. On va essayer de faire ça sur des lignes, soit parfois des lignes triples ou doubles, hein, pour éviter de perdre trop de place, mais on va éviter aussi de faire des parcs. Longtemps on faisait des parcs pour éviter justement que les insectes qui sont là pour se nourrir de ces oignons, hein, qui ne trouvent pas trop facilement. Donc on va par exemple semer, mais ça Michel a déjà expliqué, on expliquera peut-être par après encore aussi, par exemple des carottes entre deux, comme ça ils s'entendent bien entre eux, mais la mouche de la carotte n'aime pas l'odeur de l'oignon et l'oignon n'aime pas l'odeur de la carotte. Non, la mouche de la carotte n'aime pas l'odeur de l'oignon. Je mélange un peu mes pinceaux, mais vous avez certainement compris ce que je veux dire. Donc on essaye de laisser au moins 50 à 70 cm, 70 pour les Français, entre les rangs pour savoir mettre une entreculture. Ça peut être des chicorées, etc. Il faut un peu réfléchir. On ne va pas mettre des choux qui vont devenir énormes, qui vont cacher les oignons. Mais les carottes, ils mettront un certain temps avant de se développer comme il faut, les chicorées aussi. Et à ce moment-là, au mois de juillet, août, on va déjà récolter les oignons et ce qui est entre deux aura toute la place. Donc c'est ça l'idée de ça. Maintenant, pour être sûr, il faut mettre des voiles anti-insectes. Et surtout celui, parce que ici moi je dis il ne faut pas faire un parc,
celui qui veut faire un parc, il fait ce qu'il veut chez lui. Hein. Mais à ce moment-là, prévoyez tout de suite un filet anti-insectes et dès qu'il y a de la verdure, quoi, hein. Parce que ce qui se passe souvent avec les petits oignons quand on les plante, les échalotes aussi, tout d'un coup ils flétrissent et on ne sait pas trop pourquoi. Quand on tire, ben, on trouve des asticots en dessous qui ont mangé toutes les racines. Donc ça c'est une mouche qui est venue pondre soit sur la terre autour, soit sur l'oignon ou l'échalote. Et son asticot est là justement, c'est sa fonction, c'est de manger ce que nous on a mis. Mais ça ne nous intéresse pas trop. Voilà, si on a une terre un peu trop lourde et trop humide, on va faire des petites buttes. Tout ça, on s'est trouvé une petite vidéo qui a été faite à Albec, où que Michel y explique ça très bien. Donc sur l'Overblog, on peut aller rechercher dans les petites vidéos d'Albec avec les titres et tout ça, on va bien trouver les explications à fond. Pour les oignons, on va choisir les plus petits bulbes. Parfois, on peut prendre en vrac comme ça, on dit on va prendre les plus beaux. C'est pas intéressant parce que les plus gros, quand on les plante, c'est ceux-là qui vont monter le plus vite en grain. Donc on va plutôt choisir les petits. Si on a des petits et des gros, ben, les gros, on va peut-être les manger un peu plus vite avant qu'ils montent ou au moment qu'ils montent et laisser les autres en place. On peut aussi couper éventuellement le bourgeon qui monte, hein, ça aide en tout cas. Voilà. Pour les échalotes, c'est plutôt le contraire. Un oignon, c'est un petit bulbe qu'on plante et qui grossit, qui grossit, qui grossit. Le plus vite qu'il est mis, le plus qu'il va grossir. Parce qu'à un certain nombre de degrés, il ne pousse plus, il s'arrête. Et bon, si on les a plantés très tard, ben, on aura des plus petits oignons que si on les a plantés plus tôt. Donc les échalotes, ça fonctionne d'une autre façon. C'est le bulbe qui se sépare en plusieurs. Hein, donc le plus qu'il est gros, le plus qu'il y a moyen de se séparer. Donc là, on va mettre plutôt des un peu plus gros. Et les petits, à ce moment-là, serviront à manger en verre. Donc en ciselé dans la salade ou autre. Voilà. L'ail de printemps, donc, comme j'ai dit, ça donne un moins bon résultat. C'est mieux de le planter avant l'hiver. L'ail des éléphants, par exemple, ben, lui, en principe, on le plante au mois d'octobre. Donc maintenant, ça fait déjà des poireaux. Hein, ça ressemble à un poireau. Si c'est pour manger les bulbes, ben, on attendra milieu de l'été au moins, donc septembre peut-être, pour les récolter. Et on peut même les laisser en place. Ça peut, l'autre ail aussi hein, peut venir vivace, mais on aura des plus petites têtes. Quoi, hein. Mais bon, tout ça, ça dépend un peu de ce qu'on a envie d'avoir. Tout ça se plante très peu profond, hein, donc on doit les voir quand on a fini de la plantation. Donc la pointe doit sortir légèrement du sol. Voilà, ça c'est pour les petits oignons, ail et les échalotes. Plantation maintenant, encore toujours, les topinambours, les krosnes, les éliantis et d'autres. Hein. Là, on va les planter à peu près à 5 cm sous la terre, dans une terre bien riche, avec surtout du compost. Pas pour ça qu'il faut mettre beaucoup de, par exemple, de la farine de sang, ça c'est très azoté. Là, il faut aller prudemment. Mais éventuellement du fumier bien décomposé ou du fumier en sac déshydraté, ça peut les aider à bien pousser. Donc les topinambours, j'en ai ramené ici. Bon, il y a 4-5 boîtes là-bas. Ça c'est de 1 pied. Hein. Donc si on plante un morceau comme ça, on voit ici, il y a les petites pointes comme ça c'est le départ de la nouvelle végétation. Donc un bulbe comme ça va disparaître, mais la verdure va pousser. Et jusqu'en automne, il n'y aura presque rien dans le sol, il n'y aura que des racines. Et à partir du début d'automne, ça commence à donner les tubercules, qu'on va manger jusqu'à ce qu'ils repoussent. Jusqu'au mois de mars, plus ou moins, ben on voit, hein. Ça j'ai enlevé vendredi,
on ne les enlève pas à l'avance parce que ça flétrit. Et ça ne conserve pas bien, ou bien il faut les mettre dans du terreau humide, légèrement humide, hein, pas mouillé, légèrement humide, ou dans du sable, etc. Voilà, donc il y en a à disposition s'il y en a que ça intéresse. On l'appelle aussi l'artichaut du pauvre, parce que ça a vraiment un goût d'artichaut. Ça se cuit pas trop fort, pas autant que les pommes de terre, un peu moins. Nous, on les brosse bien, on les fait cuire comme ça avec la peau. Et après, quand c'est dans l'assiette, on coupe ouvert. Et avec le couteau et la fourchette, on sait extirper facilement la chair. Et on mange ça comme ça. Bon, parfois, la nuit, alors, les draps, ils collent au plafond. Donc ça, quand on veut manger des bons artichauts, entre guillemets, il faut aussi prendre les choses un peu moins agréables à côté. Et si on en a mangé tous les deux, ben voilà. Oui. On peut les manger crus aussi. On peut les manger crus, éventuellement râpés. C'est très Ouais. bon. Et on peut les laisser en terre jusque mars. On peut les laisser en terre, même tout le temps. Ça continuera, ça devient invasif même. Oui, Mais c'est très haut. Ah oui, est très haut. Ouais, donc il faut mettre un bon piquet et les attacher, sinon ils vont culbuter. Ça vient à 3 à 4 mètres de haut. Hein. Ah oui, 3 mètres, ça. Incroyable. Ouais, ouais. Donc on peut les laisser en place, mais s'ils deviennent gênants au printemps, quand ils repoussent, c'est à ce moment-là qu'il faut tirer. Soit avec, s'il y a encore un reste de bulbe, il y a quelqu'un qui me disait hier, rien qu'en les coupant, ils ne repoussent plus, c'est fini. Hein? Bon, ça, j'ai jamais expérimenté, mais c'est possible. Donc, c'est envahissant, mais d'un autre côté, on sait facilement maîtriser si on veut. Et on replante un plus grand, si on a le choix, hein, un plus grand, et on obtient quand même, quand on a une bonne terre bien riche, un très bon résultat. Ça dépend un peu des variétés. Ici, c'est une variété qui donne toujours des très gros, à condition, bien sûr, que la terre elle est bien riche, tandis qu'il y en a d'autres qui sont plus petits. Et celui qui doit les éplucher avant, c'est quand même plus intéressant d'avoir des plus gros morceaux. C'est pour ça que nous, quand on coupe déjà cuit dans l'assiette et on gratte dehors, ça va très vite, c'est très facile à faire. C'était 5 cm, c'est ça que tu as dit? À peu près 5 à 10 cm de profond. Il faut pas en planter trop. J'ai essayé l'an dernier. Et j'en ai planté 6-7. Et j'ai des kilos et des kilos. C'est quelque part très intéressant parce que, pour celui qui aime bien en tout cas, c'est quelque chose qui produit énormément sur peu de place. L'inconvénient, c'est que ça vient fort haut. D'un autre côté, ça peut être un avantage parce qu'il y a des endroits qu'il faut peut-être ombrager un petit peu, ou même pour la vue avec certains voisins, ou je sais pas. La végétation, elle est dense. La végétation est relativement dense. Ouais. Effectivement, ça peut servir de clôture. Ça peut devenir une clôture. Ça fait des grandes feuilles. Oui, ça fait des assez grandes feuilles. Et tard, plutôt en automne, ça peut donner des petites fleurs jaunes. Un petit peu comme un tournesol, mais beaucoup plus petit. Hein, pas comme les éléanthes, c'est de la même famille en fait. Est-ce qu'il y a des personnes, moi j'ai ce problème-là, c'est que quand j'en mange, après j'ai des douleurs de l'intestin, mais à me plier, Ouais, manger cru à ce moment-là. C'est sûr qu'on va faire un petit peu plus de vent quand on en mange. Ouais, non, mais là c'est vraiment... Il y a des personnes peut-être qui sont plus sensibles. Ouais. Je ne sais pas s'il y a quelque chose, il y a peut-être quelque chose qu'on peut rajouter, une autre plante, etc. Ou un peu de bicarbonate, oui, éventuellement dans l'eau de cuisson. Non. Même pas. Moi, je n'en mange plus du tout. Ça marche Ah pas. ouais. Je suis comme madame, je suis même encore suivre. Ouais. Du coup, j'ai tout enlevé, j'abandonne. Oui, mais on n'a pas le choix. Voilà. J'ai tout essayé, j'ai dit que c'est pas possible. Ouais. Donc chacun il doit un petit peu connaître son corps et voir si il y a des gens qui ne savent pas manger des fraises parce qu'ils attrapent plein de boutons aussi. Hein. Donc chacun peut avoir un petit peu des inconvénients avec certains trucs, mais il faut un petit peu voir soi-même. Ça va? Les topinambours sont mangés. Les fraises, donc on peut encore planter maintenant
toutes les fraises, mais il faut savoir que les remontantes vont donner une récolte relativement bonne, tandis que les autres ne vont pas donner grand-chose cette année-ci, mais ils seront bien implantés pour l'année prochaine, donner une bonne récolte. Donc, celles qui produisent qu'une seule fois, donc ils ne sont pas remontants, il vaut mieux les planter le plus tôt possible dès qu'on a les stolons. Le mieux, c'est déjà juillet ou août, mais c'est difficile d'en avoir à ce moment-là. Ça dépend des années. Les années avant, qu'ils étaient beaucoup plus vieux et frais, ça marchait mieux. Les 2-3 années de canicule, c'était difficile d'avoir des plantes plus tôt. Bon, maintenant, si on les achète en petits pots, bon, ils ont déjà su s'enraciner dans le pot, en dépotant sans enlever la terre. Bon, on a quand même aussi un bon résultat. Mais les acheter maintenant à racines nues, en tout cas pour ceux qui ne sont pas remontants, je ne conseille pas trop, parce qu'ils vont quand même avoir du mal à redémarrer. Parce qu'ils en vendent, hein, ils sont dans des sachets en plastique avec un peu de terreau et ben, il faut chercher et tu trouves dans le terreau ce qu'il y a. Bon, c'est moins cher peut-être, mais c'est plus efficace. En acheter peut-être qu'une dizaine et reproduisez-les vous-même. Hein, vous allez avoir un parc l'année d'après, quoi. Quand même un prix raisonnable parce qu'on va jusqu'à 1 euro, parfois 2 euros. Certaines variétés jusqu'à 3 euros pièce. Hein. Donc, voilà. Et des fraises, il en existe des dizaines et des dizaines de variétés. Il y en a toujours un qui vient à Celles, entre autres, donc aux foires de plantes, qui ont des gammes énormes et qui font des recherches, qui créent chaque année de nouvelles variétés. Bon, maintenant, eux, ils disent bien sûr que c'est toujours meilleur. Et ça, c'est à chacun un petit peu à voir les résultats qu'il a s'il veut essayer ce genre de choses-là. Voilà, donc les fraises, ils ont besoin d'une terre riche aussi. Donc mettez bien du compost, mettez éventuellement des amendements genre vaches, etc. Du fumier bien décomposé, etc. Donc une fraise a besoin d'une terre riche. Comme j'ai dit le mois passé, donc l'INRA a fait un test pour voir qu'est-ce qu'ils mettaient comme couverture du sol. Eux, ils préconisent de mettre eux, ils disent du terreau, moi je dirais du terreau de réemploi, comme paillage entre les fraises. C'est ce qui a donné chez eux le meilleur résultat. Et ce qu'on peut mettre aussi, c'est du BRF. C'est une plante qui pousse dans les sous-bois. Donc elle va aimer le champignon qui se forme quand le bois il se désintègre, il soit composté. Donc voilà, et juste au moment de la floraison, on va mettre un petit peu de paille peut-être. Ça c'est surtout pour que les fraises soient plus propres. Parce qu'avec les éclaboussures qui tombent sur la terre, ça éclabousse sur les fraises et après on a des fraises. Si chez vous, vous ne mettez pas de produit, une fraise non lavée est quand même meilleure qu'une fraise qu'il faut d'abord passer sous l'eau. On enlève beaucoup de son arôme quand on les passe sous eau. Bon, maintenant, il y en a qui disent, oui, mais avec tout ça, il y aura beaucoup de limaces. Ben oui, il faudra trouver un système, soit avec les nouveaux anti-limaces au féramol, qu'ils appellent, donc c'est, je ne sais plus quoi, acide, c'est pas acide de fer, mais quelque chose comme ça. Donc il ne faut plus mettre peut-être les anciens granulés à base d'alcool solidifié parce que ça tue les autres animaux, tandis que ceux féeriques là qu'on appelle maintenant bio, mais regardez quand même sur la composition, parce que bio parfois il y a des interprétations qui ne sont pas toujours très bio quand on parle de bio, donc faites quand même attention. Sinon le son de seigle ou la farine de seigle, la farine, etc. en dessous d'un petit pot. Ils adorent ça, donc ils vont venir le manger. Le lendemain, vous tournez le pot, de préférence un pot qui garde un petit peu l'humidité, donc un pot en terre cuite éventuellement. Même un pot en plastique, ça peut aller, du moment qu'il n'est pas en plein soleil, parce que là, ils ne vont pas rester, ils vont
fichent le camp parce qu'ils ne savent pas résister au soleil et à la chaleur. Donc voilà, à ce moment-là, il faut les ramasser, hein, les donner aux poules, aux oies, aux canards. Éventuellement aller les jeter si on ne veut pas les tuer, sinon il y en a qui les coupent en morceaux. Chacun y fait à sa religion. Maintenant aussi, quand on prend les stolons, on ne regarde pas si c'est le premier ou le deuxième, on prend les plus beaux. C'est ça qui est le plus intéressant. Si on veut garder notre fraiseret très productif, on peut aussi, il y en a qui font ça, couper les stolons à fur et à mesure qu'ils poussent. Mais ce n'est pas vraiment nécessaire parce que c'est vrai que la plante mère a besoin d'énergie pour fabriquer ces stolons, ces nouvelles plantes. Mais une fois que la nouvelle plante, elle s'enracine, elle rend à ce moment une partie de ce qu'elle a reçu. Donc quelque part, ça équilibre. Chacun il essaye et qui voit ce qui lui convient le mieux. Je vais un peu vite parce qu'on est pris par le temps, il y a beaucoup de choses à dire au mois de février. Les arbres et arbustes, on peut toujours continuer, donc les fruitiers aussi. On peut continuer, surtout quand c'est vendu en pot, hein, ou quand on doit les déplacer, on peut encore. C'est limite, je dirais, vers début mars, 15 mars, là ça devient la limite pour déplanter. Après, il faudra absolument les premières années, surtout la première année, rajouter de l'eau, même si c'est un moment un peu pluvieux, parce que ça ne suffit pas, la plupart du temps, pour humidifier jusqu'où il y a les racines. Ça mouille le dessus du sol, et puis le reste plus ou moins sec. Donc un seau d'eau tous les 15 jours ou tous les mois, c'est le minimum, je dirais, qu'il faut aux nouveaux arbres. Quand c'est un petit arbre tout petit, bon, il faudra peut-être moins, mais quelque chose qui est déjà plus important en taille, qui a beaucoup de feuilles peut-être, qui donc transpire beaucoup, c'est très important, sinon on perd parfois ces arbres rien qu'à cause de ça. Voilà. Le meilleur moment de planter les arbres fruitiers, c'est en novembre. Là, ils ont le temps de reprendre racine avant que les chaleurs vont arriver. Ceux qu'on va planter maintenant vont commencer à peine à refaire de nouvelles racines et ils ne seront pas suffisamment encore plus profonds pour trouver ce qu'il leur faut. Par après, c'est fini. Hein. Une fois qu'ils ont leurs racines qui vont profondément, ils se débrouilleront. Ils vont faire des racines de plus en plus longues, de plus en plus profondes pour trouver. Quoique maintenant, les variétés à petit développement ont aussi un plus petit développement de racines. Hein. Donc là, mettre une couverture du sol autour des arbres fruitiers, mais pas nécessairement, et je dirais pas avec du fumier frais, peut-être avec du compost, mais sinon avec un peu de paille ou du foin ou de l'herbe de tonte de pelouse en fine couche. C'est très bien, et les restes de cuisine, etc. Si pour la vue ça ne dérange personne, ça peut aller. Trop d'azote, donc trop de fumier par exemple, va donner beaucoup de pucerons, va donner des maladies. Donc ça c'est à éviter. Moi j'ai une fois culbuté toute une brouette parce que je ne savais pas trop où la mettre, de compost à côté d'un pommier. Ben, c'est le seul qui avait plein de pucerons. Hein. Et après, il y a les fourmis qui viennent pour traire les pucerons, comme on dit, parce qu'ils aiment bien les sécrétions que les pucerons ils émettent. Donc, voilà, c'est pas une bonne idée. Pour déplacer les arbres, c'est aussi plutôt en novembre qu'il faut le faire. Déplacer les arbres, c'est mieux en novembre. Fin octobre, novembre. S'il y a encore des feuilles, il faut enlever toutes les feuilles. Hein, donc, parfois, on déménage fin septembre, on peut essayer. C'est pas garanti, mais à ce moment-là, enlever toutes les feuilles. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont plus continuer à transpirer. Donc la sève va plus rester concentrée dans le bois. Même parfois, quand on les achète début novembre, certaines variétés, il y a encore les feuilles. Hein. Et si c'est un bon vendeur, il va les tirer lui-même. Si c'est quelqu'un qui s'y connaît. Si ce n'est qu'un vendeur qui sait bien parler, mais qui s'y connaît pas plus que ça, il va vous les vendre avec les feuilles.
Et les lauriers, il faut les rabattre alors ou... Les lauriers, parce que le laurier c'est une feuille persistante. Ouais. Donc il faut rabattre un peu alors ou... On peut rabattre les lauriers, on peut les tailler. Non, mais quand on déplante. Ah, quand on déplante, oui. Ben, on essaye de ne pas déplanter. Un arbre de 10 ans ne va plus aller. Hein. Un pommier peut encore aller. Ça peut arriver, mais à ce moment-là, on va élaguer. Mon père y a encore fait ça longtemps. Un voisin qui était décédé, il avait un très bon pommier, il a demandé aux enfants est-ce que je ne pourrais pas le récupérer. Donc il a déterré avec les racines comme il pouvait et il a donc élagué assez bien et toujours continué à donner de l'eau et il a repris, il a eu du mal, hein, mais il a repris, il est reparti. Ici Gilbert en a déplacé aussi à un moment donné, là-bas au fond du jardin, ils ont tous repris, mais là c'était au bon moment. On dit que mon papa, il n'avait pas le choix, c'était peut-être en septembre, août-septembre, je sais plus vraiment, mais bon, ça avait marché. Mais c'est risqué, quoi. Mais qui risque rien n'a rien non plus. Alors, semis en pleine terre, les fèves. Bonjour, entrez, il y a encore de la place. Donc, les fèves, souvent on les met avant l'hiver, parce que ça résiste relativement bien au gelé. Parfois, les pointes peuvent geler. Quand on a un hiver qui fait peut-être moins 15, ou les régions qui fait beaucoup plus froid, s'il y a de la neige, ça va. S'il n'y a pas de neige, c'est quand même un peu plus compliqué. Il faut savoir aussi que la fève ne germe qu'à partir d'une température de sol d'à peu près 8 degrés Celsius. Donc quand on parle de température de germination, il faut toujours comprendre température du sol. Ça n'a rien à voir qu'aujourd'hui il fait peut-être 15 degrés, c'est pas pour ça que le sol est à 15 degrés, il est peut-être à 3. Donc ça il faut toujours faire attention, et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. On dit oui, à partir de 15 degrés on peut, mais ce n'est pas 15 degrés ambiant nécessairement. Il y a d'autres légumes qui poussent à partir de 1 degré aussi. Hein. Mais bon, pour les fèves, c'est à peu près 8 degrés. Donc si on les plante maintenant, moi je conseille de les mettre dans des pots à l'intérieur. Si on a un mari ou si on a une femme qui est fort gentille et qui nous laisse faire, on les mettra dans la maison, dans une pièce où moi je peux, j'ai de la chance quand même, dans une pièce qui est plus ou moins chauffée. Hein, peut-être, si on a plus difficile à trouver un endroit, peut-être là où il y a la chaudière. Ou, au début, de toute façon, la plupart des semences n'ont pas besoin de lumière. Il y a des exceptions, mais bon, sont plutôt rares. Hein, donc, ils peuvent germer, même dans l'obscurité, même dans le noir, mais il faudra aller vérifier régulièrement. Et dès que ça commence à lever, il faut absolument donner de la lumière. Mais à ce moment-là, il y a beaucoup de choses, comme les fèves par exemple. La température n'est plus très importante une fois qu'ils ont commencé, qu'ils ont démarré. C'est surtout faire démarrer. Ce que moi je fais aussi avec les petits pois et les fèves, pour que ça aille un peu plus vite, je les mets au moins une nuit comme ça, dans un petit pot, éventuellement un petit pot comme ça, on enlève d'abord les sous, hein, avec de l'eau, et je mets ça au-dessus d'un radiateur qui ne faut pas les bouillir, hein, pas sur un feu au bois ou au charbon. Hein. Un radiateur qui est réglé, qui va plus ou moins, et vous allez voir, le lendemain, ils ont doublé de volume. Ils ont tout pris l'eau, donc ils se sont hydratés. Et après, je les garde quand même encore au chaud. Ici, j'en ai mis mardi soir des petits pois en pot avec de l'eau. Mercredi après-midi, je les ai plantés. Et je vois qu'ici déjà, ils sont déjà en train de germer. Peut-être que demain, ils vont commencer déjà à sortir. Donc on gagne un peu de temps. Ce qu'on peut faire aussi, si on ne veut pas ce système-là, c'est les mettre un peu au congélateur. 24 heures, 48 heures, pour tous les semences qui ont plus dur à lever. Par exemple, le persil aussi, un petit peu au congélateur. Vous faites tremper un petit peu, ça va aider.
Voilà, pour les fèves, donc on va prévoir aussi de savoir les attacher, surtout ceux qui viennent plus haut. Même les autres, quand ils sont remplis de fèves, parfois ils culbutent. Hein. Donc si on sait les mettre contre un petit grillage ou quelques piquets avec des fils, ou on se débrouille un petit peu pour piquer des bambous en travers, ou on se débrouille un petit peu pour donner quand même quelque chose pour les retenir. À une distance quand même, chaque fève, ça peut être 15-20 cm, je dirais, l'une plante de l'autre. Parfois aussi, on les plante par 2 ou par 3, et alors ils se maintiennent peut-être aussi un peu plus l'une l'autre. Hein, tout ça, on expérimente et on voit un petit peu ce que ça donne. On va passer au navet. Parce qu'un navet, c'est pas que en automne, hein. Un navet, ça peut être toute l'année. Les choux et les radis. Donc les radis, maintenant, ça commence à être le moment dehors, mais à l'intérieur, il y a des radis à forcer, donc dans une couche, dans une serre froide, même dans un bac, on peut semer des radis. Eux, ils ont besoin d'une température du sol à peu près entre 5 et 10 degrés pour lever. Donc là, c'est déjà beaucoup plus facile de trouver un endroit pour les faire lever. Encore une fois, quand c'est levé, dehors, ça ne gèle pas, ni les navets, ni les choux, ni les radis, à condition qu'ils sont jeunes. Un gros navet, il va geler, parce qu'il y a plein d'eau, il va éclater. Mais quand ils sont encore petits, ils n'éclatent pas parce qu'ils sont moins chargés en eau. Voilà, donc les choux, on va les mettre plutôt en petite pépinière. C'est souvent plus pratique et un meilleur résultat quand on les sème en pleine terre. Sinon, quand on prend un pot, ben, ça c'est même encore trop pas haut assez. Si c'est encore plus haut, c'est mieux. Les poireaux aussi, hein, parce que ça a besoin de faire des racines qui vont quand même... Les poireaux aussi vont mieux en pleine terre que... Mais bon, parfois pour les premiers poireaux, quand il fait pas bon à travailler dehors, on sait se rabattre à ce système-là, ou dans une couche, ou quelque chose qu'on sait un petit peu abriter, peut-être. Voilà. Donc les choux, pourquoi je parle de choux? On n'a pas encore trop l'habitude de mettre des choux si tôt. Pourtant, c'est très intéressant parce que c'est le moment qu'ils vont pousser, où il n'y a pas de prédateurs, sauf les pigeons, eux, ils sont là tout le temps. Donc pour eux, il faudra quand même un petit peu les couvrir. Les limaces, bien sûr, aussi. Mais sinon, il n'y aura pas la pyride ou d'autres papillons de nuit qui viennent pondre dessus, que les chenilles vont venir manger, et que du coup, on ne peut plus que manger entre les trous. Ça arrive. Hein. Les trous, il ne faut pas manger, parce qu'après aussi, ça va donner des ballonnements, ça ne va pas bien digérer. Donc, pourquoi c'est intéressant? C'est parce que le chou, c'est une plante qu'on devrait manger beaucoup plus, qui contient des nutriments qu'on trouve très peu dans d'autres légumes et dans d'autres plantes. Avant, on mangeait beaucoup de choux parce que c'était une des choses qui étaient les plus faciles peut-être à cultiver. Et on avait des autres façons aussi de manger. Maintenant, beaucoup de gens achètent déjà des plats préparés. Tandis qu'avant on faisait tout soi-même, hein, du semis à la récolte des graines, à faire pousser. Et des légumes de saison. Et des légumes de saison. Donc là, on devient avec un légume de saison au mois de juin, juillet. Par exemple, moi je pense surtout aux choux pointus blancs qui n'ont pas vraiment le goût fort du chou, qu'on peut manger cru, et tout ce qu'on mange cru est plus intéressant pour la santé. Il y a des choses qu'on ne peut pas manger crues, hein, qu'il faut cuire. Mais bon, là, c'est quelque chose... Même les rouges, on peut éventuellement les manger crus aussi. Donc, on les passe à la mandoline, ou je ne sais pas comment on appelle. La mandoline, éventuellement, ou quand il ne faut pas beaucoup, ben, on coupe en tranches et puis on cisèle, on se débrouille, quoi. Et après, on met au frigo un chou qu'on a récolté, ça... Parfois, les petits choux blancs, là, ils sont de cette taille-là, un peu plus pointus. Et on sait manger pendant 15 jours même, si on n'en mange pas beaucoup à la fois.
Nous, on prenait ça avec en vacances quand on partait au mois de juillet. On partait avec 3, voire parfois 4 enfants, donc on était quand même nombreux. Comme on était en montagne en Suisse, les prix étaient exorbitants. Donc quand on voyait une salade qu'on pouvait manger une fois, qu'on payait peut-être au prix de maintenant, peut-être 40 francs, 40 euros, non, 1 euro. À l'époque, hein, il y a 20 ans, ça devenait quand même coûteux, quoi. Donc, moi, je cultivais quelques choux, j'en prenais 3, 4 avec, et pour les 15 jours, parfois 3 semaines, on savait manger régulièrement du chou. J'achetais parfois un petit chou chinois au magasin là-bas, et alors on mélangeait un petit peu, et on se débrouillait comme ça. Voilà. Donc, pour dire que ça nous donne une verdure, ça nous donne autre chose dans le saladier que la laitue, quoi, hein. Alors, je vais devoir aller encore plus vite, hein, parce que j'ai encore 5 minutes après. C'est quoi le semis en pépinière? En pépinière, c'est un petit endroit où on sème, et après on va les repiquer. Et les choux aiment bien être repiqués plusieurs fois. Donc on peut repiquer 1 fois, 2 fois, même parfois 3 fois, pour trouver son emplacement qu'il faut. On peut semer aussi très clair 2-3 graines par endroit et ne pas les toucher. Mais un chou, ça ne le dérange pas trop d'être piqué. Mais c'est semé en pleine terre, alors. C'est semé à ce moment-là en pleine Et terre. mettre une couverture dessus, allez, un Non. film de plastique dessus, non? Pas nécessairement, non. Bon, on peut, quand c'est fort sec, on met un sac de jute ou quelque chose qu'on mouille régulièrement. Mais il faut toujours regarder parce qu'après il va se prendre dans le jute et quand vous enlevez, vous avez toutes les plantes qui seront arrachées. Donc ça se met comme ça en pleine terre. Oui. Un chou n'est pas trop difficile, trop délicat pour être semé.